La semaine de la pop philosophie saison 15 présente Liberté, équité, solidarité. Une approche philosophique, sociologique, artistique, littéraire et pop à la fois. Du libre arbitre à l'éloge de l'inégalité, de la liberté du saumon au nouveau visage de la censure. Bonsoir, merci pour cette deuxième partie de soirée d'être avec nous. Hop. Je suis Arnaud Gonzague, rédacteur en chef adjoint du magazine L'Obs, qui est partenaire cette année, je crois qu'on est sur les panneaux, qui est partenaire cette année de ce beau festival que nous remercions de nous avoir accueillis. Merci à vous, Camille Riquier, d'avoir accepté cette invitation. Dans Pop Philosophie, sur cette question importante, liberté, équité, solidarité. Ce soir, je suis heureux de m'entretenir avec vous et de réfléchir à cette question que vous voyez, qui ressemble presque à une question du bac. Quel engagement pour l'intellectuel aujourd'hui? On ne va pas passer 4 heures, rassurez-vous, sur le bac. On va parler de ce sujet avec vous à l'occasion de la ressortie d'un de vos essais, qui porte un très joli titre, qui s'appelle « Nous ne savons plus croire ». Un essai qui avait été publié une première fois en 2020, à quelques jours d'un truc qui s'appelait la pandémie mondiale. Donc le livre était non pas passé inaperçu, il avait reçu une très bonne presse, il avait été bien accueilli, mais il n'avait pas eu le public qu'il aurait mérité. Donc les PUF, les presses universitaires de France, ont eu la bonne idée de le ressortir en collection Quadrige, que malheureusement, je me dois de le préciser ici, vous ne trouverez pas dans cette belle enceinte du Théâtre de la Criée, malheureusement, il y a des problèmes de livraison, etc., mais que vous pouvez trouver dans toutes les bonnes librairies de Marseille, je suis sûr. Parce que le livre est sorti le 11 octobre. Donc nous ne savons plus croire aux éditions PUF. Mais avant, peut-être d'entamer notre échange, je vais juste dire quelques mots sur vous, Camille Riquier. Vous êtes né, qu'on vous situe un peu, vous êtes né en 1974. Vous êtes aujourd'hui doyen de la faculté de philosophie de l'Institut catholique de Paris, qu'on appelle la Cato. Vous êtes spécialiste notamment de Henri Bergson, sur lequel portait votre soutenance de thèse et auquel vous avez consacré un bel ouvrage qui s'appelle Archéologie de Bergson, que lui, on trouve ici. C'est un livre de 2009. Vous êtes aussi un fin connaisseur de Charles Péguy, et on verra peut-être que l'ardeur, la fougue péguiste vous anime et peuvent animer justement l'engagement des intellectuels aujourd'hui. Et vous lui avez consacré un essai qui s'appelle Philosophie de Péguy, qui est paru en 2017. Et puis vous êtes l'un des ardents défenseurs d'un philosophe dont on va parler, qui s'appelle René Descartes, qui est un philosophe un peu célèbre et assez intéressant. Et enfin, je ne l'ai pas dit, vous êtes conseiller de la rédaction de la revue Esprit. Mais pour commencer, venons-en à ce qui nous occupe ce soir. Nous ne savons plus croire, c'est le titre de votre essai. D'abord, moi j'aimerais poser deux questions très simples. Qu'est-ce que c'est que ce nous ? Qui est ce nous? Et qu'est-ce que c'est que croire? Quelle est cette croyance dont vous parlez? Merci d'abord pour l'invitation qui m'honore, de Michel Serrano d'être ici à Marseille, et puis à Arnaud Gonzague pour cette présentation et l'invitation également à parler du livre, et puis j'imagine bien dans le prolongement de la liberté, de l'équité et de la solidarité et de l'engagement. Évidemment, ça a tout à voir. Alors pourquoi nous? Pourquoi Qui est ce nous, d'abord? Nous ne savons plus croire. Je ne sais pas bien, justement. En tout cas, ce n'est pas forcément moi. Disons qu'il y a d'ailleurs de plus en plus, on nous encourage à dire « je », à adopter l'écriture en première personne. Mais lorsqu'il s'agit de dire une difficulté, un embarras, une infirmité peut-être, il est bien difficile de la dire en première personne, d'autant plus qu'on la cherche. On se cherche, et on se cherche dans les autres. On essaie de voir un reflet dans des auteurs, dans la société dans laquelle nous sommes, auprès des amis. Et c'est parfois eux, dans cette relation, dans ce dialogue, qu'on se découvre aussi nous-mêmes. D'autant plus que là, il ne s'agit pas forcément de savoir ce que je crois. D'ailleurs, même, j'en suis pas forcément sûr de savoir. Mais même, comment croire? Ça veut dire, pourquoi cette difficulté que j'ai aujourd'hui de croire, quand bien même... Le jet, là, que vous venez d'employer, est un jet philosophique. Le jet l'humain ou le jet de Camille Riquier qui se pose des questions? Alors là, c'est forcément, quand je dois parler du nous, je dois le dire en première personne. C'est la seule manière de pouvoir l'expliquer. Mais disons que c'est quelque chose que je peux constater en moi, mais à force de scruter autour de moi.
Raison pour laquelle aussi, dans ce livre, j'ai pu parler de Montaigne. D'ailleurs, j'ai traversé les âges de la foi. D'ailleurs, dans sa période moderne, Montaigne m'a intéressé, pas forcément uniquement pour son œuvre, mais parce qu'à travers lui, je vois tout un siècle, et qu'il m'apprend aussi de ce siècle. C'est un reflet de son époque. Descartes au XVIIe. Vous précisez que Montaigne c'est le XVIe, alors Descartes c'est le Montaigne XVIIe. c'est XVIe, Descartes c'est XVIIe, et d'ailleurs c'est le propre du génie que de ne pas représenter que lui seul. Il représente aussi, si je puis dire, tout un siècle, toute une société. Et c'est elle qui m'a intéressé à travers ces hommes-là, toujours aussi en m'interrogeant sur la difficulté qui est aujourd'hui la nôtre, peut-être de croire. C'est-à-dire qu'il faut toujours penser en situation. L'erreur parfois des philosophes, c'est de poser les questions abstraitement. Qu'est-ce que la foi? Qu'est-ce que la croyance? Sans savoir précisément qu'elle nous a été donnée, qu'il s'agit pour nous de la transmettre, et qu'elle nous a été donnée en situation. Et qu'on ne pense pas, on ne croit pas de la même manière, on ne doute pas de la même manière selon les siècles. Donc il y a aussi des variations dans nos connaissances, mais aussi dans nos opinions, dans nos croyances. Et ça m'a intéressé de voir comment on pouvait croire, comment les hommes du XVIIe, du XVIe, du XVIIIe, du XIXe pouvaient croire. Et c'était une manière, par comparaison, de pouvoir mieux comprendre, en tout cas de nous y retrouver un petit peu mieux dans la situation qui était la nôtre. L'époque mélancolique qui est la nôtre, dites-vous. Alors, il faut peut-être préciser une chose qu'on n'a pas précisée, c'est que vous êtes doyen, je le disais, à la faculté de philo à l'Institut catholique de Paris. Le livre s'appelle « Nous ne savons plus croire », mais c'est un livre qui ne parle pas de la foi, qui ne parle pas exclusivement de la foi en Dieu. Ce n'est pas une question simplement de savoir « je crois en Dieu, je ne crois pas en Dieu ». C'est votre thèse, votre propos, c'est de dire que précisément... je vais citer une phrase d'ailleurs que vous avez qui est très éclairante. Vous écrivez « La foi en Dieu est cela même qui nous donne la grâce pour faire croire les autres choses ». Autrement dit, c'est parce qu'il y a eu des époques où la foi en Dieu était très importante qu'on a pu avoir des foi dans toute autre chose, tout autre combat que le christianisme, quoi. Donc il faut être bien précisé que votre livre ne s'adresse pas aux chrétiens ou aux chrétiens en devenir, aux chrétiens qui se posent des questions. C'est un livre sur l'engagement. C'est pour ça qu'il s'implique bien dans notre débat de ce soir. Parce que cet embarras, je le rencontre aussi bien à l'intérieur des communautés croyantes qu'à l'extérieur. D'ailleurs, de plus en plus, je m'aperçois que le mur qui les sépare s'effrite et que nous nous ressemblons bien davantage sur cette question-là. Et ce qui m'intéressait précisément, c'était de reposer autrement la question de la foi en la sortant des murs de l'Église, où elle aurait, si je puis dire, le privilège d'être comme si nous avions la foi ou nous ne l'avions pas. La foi, c'est tous les jours. Il s'agit de croire. C'était une expression d'abord qui était profane, qui était juridique d'ailleurs. Il s'agit d'avoir confiance, d'être fidèle, d'avoir des créances. Et tout cela n'est pas exclusif de la société dans laquelle nous sommes. Donc, à cet égard, ce qui m'intéressait, c'était au contraire de ne pas séparer la croyance qu'on dit humaine de la foi qu'on dit divine. Parce qu'en un sens, les dés sont jetés et tout est joué d'avance. Il s'agit, au fond, de se réinterroger sur ces notions-là, sachant que, quand bien même nous aurions reçu la foi de Dieu, c'est par nos moyens humains, par nos incompétences éventuelles, bref, par nos croyances telles qu'elles ont leur propre mécanisme naturel. Et ce qui m'intéressait, notamment quand j'évoquais Emmanuel Carrère, dont le succès déjà fait symptôme. Là aussi, Emmanuel Carrère, l'écrivain, on rappelle l'écrivain notamment d'un roman qui a eu un très grand succès qui s'appelle Le Royaume, que vous citez dans votre ouvrage et que vous citez comme, on va dire, symbole de quelque chose que vous appelez l'agnosticisme. Absolument. Qui est ce qu'on peut décrire comme, pour vous, une forme de mollesse. C'est-à-dire... Oui et non, alors, parce que c'est péjoratif. Mais... Ça paraît péjoratif, mais on est dans un entre-deux qui vous paraît très révélateur de l'époque, quand même, chez Emmanuel Carrère. Alors. Oui, et ce qui explique aussi son succès. Parce que le succès aussi signifie quelque chose qui fait symptôme, où on se retrouve aussi dans cette difficulté à croire. Le livre d'Emmanuel Carrère... Pardon, l'agnostique, juste une précision, ça ne veut pas dire quelqu'un qui est athée, c'est pas dire Dieu n'existe pas, c'est pas de dire Dieu existe, c'est de dire j'en sais rien, en fait. Oui. C'est un peu ça qui, selon vous, caractérise l'époque, c'est cette idée de, en fait, pourquoi pas, et pourquoi pas. Les deux se valent un peu, on est dans une espèce de grand flou. Oui, et en même temps, c'est une figure qui a évolué, parce qu'elle est née au XIXe siècle, et c'était une manière de dire que sur des notions qui dépassent nos compétences rationnelles, on n'a pas à se prononcer. Ce qui a pu éventuellement après virer en indifférence. Aujourd'hui, ce qui me fascine
dans cette figure de l'agnostique, et beaucoup peuvent se déclarer agnostiques, c'est qu'il y en a qui se disent agnostiques chrétiens et d'autres qui se disent agnostiques athées. Bruno Latour, Jean de Ramesson, il y en a plein qui se disent agnostiques chrétiens. Donc c'est très étonnant. 50 nuances de noir, quoi. C'est-à-dire, tout est noir, mais on arrive quand même à trouver du noir un peu moins foncé que... Et que d'une certaine manière ici, ce n'est pas l'indifférence que l'agnostique peut manifester, mais éventuellement un désir de croire qu'il n'arrive pas en quelque sorte à réaliser. Il aimerait croire, mais si je puis dire, la portion de croyable disponible fait défaut pour pouvoir véritablement lui donner un contenu. Et d'où, en l'occurrence, le livre d'Emmanuel Carrère, qui au fond n'est pas un témoignage de foi, mais un témoignage d'échec à croire. Il a cru, il ne croit plus. Il a cru, disons que la première partie du livre, il raconte qu'il croit très 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 fort, d'une manière presque caricaturale, puis après, en fait, ça s'écroule d'un coup, quoi. Oui, mais il a envie d'y croire, il a tellement d'y croire que ça s'écroule. Voilà, mais comme ça peut se manifester, d'ailleurs, ici, s'agissant de la religion chrétienne, mais aussi de n'importe quelle croyance, dont on peut changer tous les 10 ans ou tous les 5 ans, comme on change de chemise. On s'essaye en ce moment. Je reviendrai d'ailleurs sur ce mot-là, mais j'ai tendance à dire que notre siècle ressemble à s'y méprendre au XVIe siècle. Et c'est pour ça que Montaigne, en ce moment, est beaucoup lu, parce que d'une certaine manière, nous nous retrouvons dans ce siècle, si je puis dire, avant la grande parenthèse de la modernité. Peut-être expliquer pourquoi est-ce que notre 21e siècle commençant, pour vous, ressemble au siècle de Montaigne, oui. Donc qui suit les guerres de religion et qui suit les grandes certitudes, on va dire, du Moyen-Âge. Oui, donc effectivement, j'ai suivi la foi et le doute à travers les âges, comment on pouvait douter du temps de Montaigne, du temps de Descartes, et j'ai trouvé une formule, en quelque sorte, pour à chaque fois croquer un siècle sous cet angle-là. Au XVIe siècle, il y avait une foi faible et un doute faible. Une autre manière de m'opposer, au fond, à la manière dont on peut prendre le terme de croyance, c'était, au fond, de ne pas l'opposer systématiquement au doute. On peut très bien croire faiblement et douter faiblement. Et c'était le cas du temps de Montaigne. C'est les guerres de religion, ce qui fait que la foi commune a éclaté face à l'entrechoc des croyances. Il y a des protestants, il y a des catholiques. Des nouvelles nous viennent du Nouveau Monde. Tout d'un coup, on aperçoit qu'il y a d'autres opinions de l'autre côté de l'océan. Ce qui fait que tout d'un coup, c'est la croyance comme croyance qui se révèle. Tout d'un coup, on s'aperçoit que l'autre ne croit pas comme nous et qu'au fond, nous sommes, comme il le dit, périgourdins, protestants, mais au fond, parce que nous sommes là et pas ailleurs. Ce qui renverrait éventuellement au multiculturalisme aujourd'hui, c'est-à-dire que cette manière de juxtaposer, avec une cohabitation parfois difficile, avec des croyances. Ce côté, en fait, tout arrive, tout est nouveau. Tout ce qui était très très sûr, ce qui caractérisait le Moyen-Âge, avec le bien, le mal, le côté très binaire, devient très flou et on est un peu déboussolé. En fait, Montaigne est quelqu'un d'un petit peu, si je prends un mot moderne, est un peu déboussolé. C'est pour ça qu'il est un peu sceptique. Il parle de son siècle comme d'un siècle faible, où jamais on a autant cru. Les miracles tombent comme la pluie. Bien plus que dans les siècles précédents. Et on se remet à croire aux sorcières, aux fées, à toutes ces magies, si je puis dire, dont on avait cru qu'elles n'étaient plus. Donc voilà, il y a quelque chose qui est quand même assez désorientant. Ça, c'est une première chose. Est-ce qu'on doute pour autant? Non, parce qu'il manque aussi les instruments critiques qui nous permettraient de douter face à cette pléthore de croyances. Le rationalisme n'est pas encore là, la raison n'est pas encore sûre de ses critères, et Montaigne ne veut pas juger de la valeur des croyances en fonction de lui-même. En un sens, il manque encore le bon sens pour pouvoir servir de critère sûr. Donc il se dit, je n'y crois pas, mais c'est peut-être crédible, tout est crédible. Qu'est-ce que j'en sais? Alors, en quoi? Donc, il y a ici un doute faible, on ne peut pas s'y opposer, comme aujourd'hui, si je puis dire, face à quelqu'un qui, armé, si je puis dire, d'arguments qu'il a emprunté à Internet, va constituer une sorte d'argumentaire portatif extrêmement solide pour nous prouver que la Terre est plate, que l'on peut parler aux morts, etc. Parce que c'est quand même la grande surprise du XXIe siècle, c'est de s'apercevoir que toutes ces croyances dont on pensait qu'elles étaient révolues reviennent de plus belle. Et face à la ça, Terre est plate, il faut reconnaître qu'on ne s'y attendait pas, celle-là. On ne s'y attendait pas. Et le plus terrible, c'est que face à ça, on est démunis. C'est-à-dire qu'on n'a plus les instruments critiques tels qu'ils étaient en vigueur au XXe siècle. Donc on se retrouve également dans une foi faible, parce que tout est possible, et un doute faible dans la mesure où on ne peut pas
être suffisamment armés pour pouvoir les contrer. Ce qui est un des intérêts de votre livre, je trouve qu'il y en a beaucoup, mais ce qui est intéressant dans votre livre, c'est que vous montrez qu'en fait, ces espèces le fait de répandre comme ça des fake news, le fait de brandir des complots, etc., en fait, c'est pas du tout un signe de fermeté, c'est pas du tout un signe d'autorité, c'est un signe de mollesse, c'est un signe de faiblesse, en fait. C'est-à-dire qu'on s'oppose vaguement avec des choses qu'on a tirées d'on sait pas trop où. En fait, pour vous, c'est un signe qu'en fait, on est dans une époque qui est qui manque d'énergie, quoi, qui est à court d'énergie. Oui, d'autant plus que parce que chacun se fait sa croyance à sa mesure, trouve son credo sur Internet pour se tailler un costume qui lui va à merveille. Et pour cette raison-là même, on voit également l'inefficacité de ces croyances dans la manière même dont on pourrait y attendre un prolongement dans l'action. C'est-à-dire que moi, ce qui est frappant dans ces complotismes, c'est que ça ne se prolonge en rien. Genre, les Gilets jaunes n'ont pas agi parce qu'ils croyaient je ne sais quoi, ils ont protesté. Et puis par ailleurs, j'ai pu rencontrer un chauffeur de taxi qui croit à un grand complot à Davos et qui m'en fait la démonstration en montrant, photo à l'appui sur Internet, que le Covid a été orchestré pour diminuer la population de la planète. Alors que c'était juste pour que votre livre ne se vende pas trop. On le sait. Exactement. Ça a fonctionné d'ailleurs. Ça a fonctionné. Ça prouve que les complots marchent bien. Je le remercie. Et en même temps, ensuite, je le quitte, il me dit bonsoir. Et puis un autre client arrive. Et à mon avis, il va lui raconter la même chose. C'est-à-dire qu'ici, il y a quelque chose aussi de très similaire à ce qu'on pouvait rencontrer au XVIe siècle, c'est la coupure, Machiavel disait le discoto, entre l'action et la parole. C'est-à-dire que pour Machiavel, c'était d'ailleurs un très mauvais signe dans une société quand on parlait beaucoup et on agissait peu. Internet, on n'arrête pas de déblatérer, on fait des croyances, je ne sais quoi, et qui n'ont aucune incidence. On parle de théorie du complot. C'est-à-dire que ce qu'on cherche, c'est du sens. Pas nécessairement à ce que le complot soit véritablement cru pour pouvoir être prolongé dans une action véritable. Les complots, ils ont toujours existé. L'Italie de la Renaissance, on complotait à merveille, un peu partout. La Révolution française, vous lisez le livre de Lefebvre, La Grande Peur, la Révolution française s'est faite à base de complots imaginaires, de rumeurs. C'est-à-dire que le complot s'est fait, le plus souvent d'ailleurs, pour pouvoir contrer un complot qu'on suspecte chez l'autre. Même les complots imaginaires ont une efficacité réelle. On imaginait qu'après la prise de la Bastille, qui était du fait des aristocrates... parce que la Bastille, on a pris la Bastille parce qu'on avait l'impression qu'il y avait des tonnes et des tonnes de prisonniers à libérer qui étaient emprisonnés là. Il y avait 3 Pékins, dont le marquis de Sade d'ailleurs, mais il n'y avait pas grand monde en fait. Non, c'est intéressant parce que c'est parti d'une... Et puis c'est parti d'une façon très spontanée. Enfin, on a agi. Oui, mais en plus c'était spontané, comme n'importe quel événement. Ça s'est décidé du jour au lendemain, il faut savoir. La veille, on ne savait pas qu'on allait prendre la Bastille. Et c'est une femme d'ailleurs qui a pris la Bastille. Enfin, qui a dit allons à la Bastille. Enfin, c'est pour dire le courage des femmes. Ce sera un autre sujet. Mais ensuite, on a suspecté, en quelque sorte, que les aristocrates avaient lâché dans la nature des brigands pour terroriser les campagnes. Complot imaginaire, qui en un sens aussi permet aussi à un complot aussi de se faire du côté du peuple. Ils se sont armés et ça a été, si je puis dire aussi, le début d'une révolution réelle. Donc à l'époque, même les complots étaient agissants. Ils étaient agissants. C'est plus le Là, cas. maintenant, on ne fait que parler. C'est pour ça que je ne suis pas très inquiet. Ça montre plutôt une vitalité et une manière, oui. Non mais on pense quand même la Maison Blanche n'a pas été prise aux États-Unis sur la foi en disant que les urnes avaient été truquées, etc. Donald Trump l'a dit. On a eu l'impression que c'est pas passé très très loin quand même. Ah, non, mais complètement. Mais là, c'est quand même la responsabilité de Trump. Je veux dire aussi par rapport à l'autorité réelle qu'il peut avoir sur ses électeurs. Je ne sais pas si c'est véritablement Internet qui en est responsable. Les fake news, les fausses nouvelles, même au temps de la Révolution française, allaient toujours plus vite que les vraies. Puisqu'elle passait par des chemins toujours beaucoup plus divers et variés. C'est super intéressant dans votre livre, c'est que vous faites justement cette comparaison entre l'invention de l'imprimerie, donc peu avant Montaigne, qui en fait répand énormément de bêtises, répand énormément de superstitions, de fadaises, de choses comme ça, qui ressemblent beaucoup finalement à notre Internet, où à la fois on peut répandre une certaine forme de liberté, une certaine forme de démocratie participative, que sais-je, puis en même temps beaucoup de bêtises. C'est intéressant la comparaison. Ça, c'est notre similitude qui est assez étonnante, c'est que le XVIe siècle, en fait, effectivement, est le résultat de l'invention de l'imprimerie. Tout d'un coup, c'est une manière de court-circuiter les anciennes autorités. L'Église n'a plus le privilège de la parole et de l'enseignement de cette parole. Désormais, n'importe qui peut avoir la Bible de Gutenberg et c'est le protestantisme qui est né. Aujourd'hui, ce qui est étonnant, même si évidemment c'est tout à fait différent, c'est que Internet, c'est une manière aussi de court-circuiter les autorités actuelles. C'est-à-dire,
l'institution universitaire, on est quand même bien embarrassé que tout d'un coup, n'importe quel étudiant peut, sur Wikipédia, dire vous dites une erreur. La presse traditionnelle, et vous en savez quelque chose, c'est que tout d'un coup, il n'y a plus cette autorité qu'on vous accorde de fait, parce qu'elle est constamment court-circuitée de façon horizontale par une pléthore de commentaires alternatifs. Donc là, il y a effectivement aussi une similitude assez forte avec le XVIe siècle, dans cette manière, si je puis dire, où le progrès est tellement fulgurant que nous courons après et que nous avons encore du mal à nous ajuster, en quelque sorte, ou à ajuster nos facultés à cette puissance phénoménale dont nous ne maîtrisons que très peu les effets. Mais, car comme disait Françoise Gaillard, c'est le mais qui compte, ce qui vient après le mais votre livre n'est pas une déploration, il faut bien préciser que ce n'est pas un lamento, une déploration en disant on ne sait plus croire, mes pauvres amis, c'est une catastrophe. Votre livre nous montre qu'il y a un moment dans l'histoire qui suit le XVIe siècle, le siècle de Montaigne, foi molle et faible pardon, et doute faible, qui suit et qui s'appelle le XVIIe siècle, et un certain René Descartes, qu'on croit, qui est surtout connu pour son doute, mais où en fait vous dites, René Descartes, c'est quelqu'un qui en fait va réaffirmer très fortement, très puissamment la foi. Contrairement à ce qu'on pourrait croire. Non, mais c'est aussi une manière de ne pas opposer, comme on a tendance à le faire, la foi et le doute. Autant le XVIe siècle était un siècle de foi faible et de doute faible, le XVIIe, et c'est en cela qu'il est quand même aussi un modèle assez incroyable, témoigne d'une foi forte et d'un doute fort. Comme quoi, c'est absolument pas incompatible. C'est la table rase de Descartes. Jamais on n'a autant douté. Genre que l'athéisme devient fort à des raisons fortes qu'il n'avait pas au XVIe siècle. On considérait que c'était l'apanage des esprits faibles au XVIe siècle. Et en même temps, c'est un catholique fervent qui ne doute pas de sa foi. Pascal, c'est la même chose. Pascal, c'est celui qui va douter comme jamais on a douté. XVIIe siècle aussi. XVIIe siècle aussi, qui dira il faut douter là où il faut et croire où il faut. Spinoza ou tant d'autres. C'est-à-dire qu'ici, on peut très bien trouver autant d'exemples de cette manière dont on peut douter d'autant plus fortement que cette foi est forte et qu'elle ne craint pas le doute qu'on lui oppose. On trouverait aussi dans Corneille bien des phrases qui iront dans ce sens-là. Ce qui veut dire aussi que l'histoire n'est pas une courbe ascendante ou descendante, en progrès ou en déclin, que c'est un paysage, qui a des siècles admirables. Il y a des creux, des vallées, des montagnes. Voilà. D'une certaine manière, ça a dessiné pour moi une sorte de paysage où le XVIIe siècle montre un exemple dans la manière même dont il a répondu à une situation qui était celle du XVIe. Et puisque vous montrez dans votre livre, on va pas passer vite sur cet exemple, mais votre livre donc dresse, comme vous le disiez, une sorte de panorama de la foi depuis Montaigne, enfin depuis la fin du Moyen-Âge jusqu'à aujourd'hui. Puis après, la foi de Descartes, qui est très forte, très puissante, commence un tout petit peu à décliner, va un peu se perdre dans le scientisme des Lumières, et puis on arrive à la fin du XIXe siècle où Nietzsche déclare Dieu est mort. C'est-à-dire que là, mais il ne fait que le constater finalement. Oui. La mort de Dieu, Dieu est mort dans le sens, on peut en douter, on peut vraiment en douter, sauf qu'en face, il n'y a plus rien en quelque sorte. Oui. C'est ce que j'ai cherché à montrer, c'est que Descartes, même si on en fait le père du rationalisme, encore une fois, il voulait autant fortifier l'Église que la science. Le problème, c'est que donc il a fait une sorte de chèque en blanc à la science comme à l'Église. L'Église lui a retourné son chèque en disant non, tes arguments ne sont pas crédibles. C'est la science qui a tout pris. D'une certaine manière, c'est comme si on avait pris la créance, mais pas le créancier. On avait pris la foi, mais non pas Dieu dont on l'avait reçu. Ce qui fait qu'effectivement, ça a profité à un rationalisme croissant, mais qui devait nécessairement s'appuyer sur une foi qui ne pouvait aller que déclinante. Parce que d'une certaine manière, la foi continue. C'est que ce n'est pas parce que la modernité est née que la foi n'a pas pris des chemins dévoyés, de traverse. L'espérance s'est muée en progrès. En la foi, dans le progrès, la foi en conviction personnelle, la charité en fraternité ou en solidarité. Le socialisme, qu'est-ce qu'il a fait au XIXe siècle, sinon débaptiser le terme de charité pour lui donner, c'est Pierre Leroux, le nom de solidarité. Mais on voit en un sens que toutes ces vertus-là se superposent ou doivent s'articuler aux vertus républicaines et qu'elles se sont poursuivies et qu'on n'a pas cessé de croire pour autant parce qu'on avait quitté
l'enceinte de l'église. Ça n'a même pas de sens. Une espèce de déplacement du sacré, on pourrait Mais dire. on continue à faire confiance, on continue à être fidèle, peu importe à qui ou en qui. Mais pour autant, effectivement, on peut constater avec Nietzsche qu'il y a eu un certain déclin des croyances, et c'est cela qu'on appelle le nihilisme, en tout cas cette perte de sens dont il semble aujourd'hui qu'on en... Le nihilisme, c'est une manière de dire tout vaut tout, et rien ne vaut rien, et puis après tout, on peut douter de tout, donc rien ne vaut vraiment rien. Enfin, c'est une espèce de grand... Voilà, on peut le dire comme ça, mais c'est aussi quand même aussi du coup cette offre magistrale qui nous est offerte par Internet, où on peut choisir toutes les croyances, même les plus farfelues, de telle sorte que rien ne s'oppose à notre droit de croire. Là, je crois que c'est en Angleterre que la foi Jedi est reconnue comme une foi, parce qu'il y a des gens qui disent moi j'ai envie d'être Jedi, comme dans Star Wars. Bien sûr. Donc après tout, au Brésil, il faut être 2 pour fonder une église. Ah ben voilà. On peut commencer ce soir. On va commencer. Par contre, ce sera moi le chef. Je préfère vous dire que bref. Non, soyons sérieux. Une minute. On parle de Descartes. Donc, ce qui est très intéressant, vous dites que Descartes est un exemple très fortifiant de foi forte et de doute fort. La question, c'est comment on fait pour que Descartes, à l'époque où nous devons nous engager, nous intellectuels, nous tous intellectuels, nous citoyens dans la société, comment on fait pour s'inspirer de Descartes pour ce que, comme vous dites, refaire la Renaissance, qui est un terme de Emmanuel Mounier que vous empruntez, donc fondateur de la revue Esprit. Comment, parce que ça ne se décrète pas, la foi forte, le doute fort, tout ça, c'est des grands ensembles qui nous dépassent. Comment c'est des questions de climat aussi. Mais c'est pour ça que si c'est un diagnostic, mais il n'est pas forcément que négatif. Le siècle de Montaigne est aussi admirable en bien des sens, mais d'une certaine manière, il faut le voir aussi comme un siècle, le nôtre, comme celui de Montaigne, où on s'essaye. Les essais de Montaigne, c'est une manière de dire que maintenant, il n'y a pas en quelque sorte de religion institutionnelle qui absorbe toutes les croyances et qu'il est possible, au fond, de les expérimenter, quitte à ce qu'elles soient sans issue ou farfelues, mais c'est un moment, en quelque sorte, d'expérimentation, de laboratoire, qui peut avoir, en un sens, peut-être des effets très positifs. Et puis, par ailleurs, on peut espérer que ça aboutisse à une foi forte et à un doute fort, exactement comme le siècle de Montaigne a abouti au siècle de Descartes. Oui. Ce qui est intéressant dans ce que vous dites, donc le siècle de Montaigne avait été bouleversé par les guerres de religion, mais par ailleurs, vous dites cette chose très intéressante, c'est que le français de l'époque de Montaigne, la langue française, n'était pas tout à fait aussi fortifiée encore. Il manquait une espèce d'outil aussi linguistique qui aurait permis d'affirmer une foi forte. C'est pour ça que les instruments critiques étaient très forts. Descartes, lui, il a bénéficié de ça, d'un français. Lui a raison de dire qu'il n'avait pas encore les moyens critiques de pouvoir s'opposer à l'existence de Dieu. Même le système mathématique n'était pas encore unifié, le français était encore un patois qui pouvait se chercher. Il a fallu attendre, en quelque sorte, que la raison possède des critères sûrs pour, si je puis dire, se décoller du sol et des croyances qui nous donnaient un peu d'équilibre, mais pour pouvoir s'élever vers la raison. Là, le siècle de Montaigne, c'est un siècle de l'entre-deux, où, si je puis dire, nous avons quitté la foi commune, mais nous n'avons pas encore atteint la raison, donc nous flottons dans l'entre-deux, qui est l'imagination. C'est un siècle de l'imagination, c'est ce que dit Montaigne. Aujourd'hui, on ne peut pas dire mieux, puisque nous sommes le siècle des images. Mais ça, c'est toujours une situation d'entre-deux. Ce qui est intéressant dans votre livre et qui relève donc là plutôt de quelque chose d'assez optimiste, c'est que vous semblez prédire, si on peut dire, enfin anticiper, qu'on aura une éducation à l'Internet. On est la première génération à l'Internet, c'est tout récent, on est encore un peu perdu, tout se vaut tout. On aura probablement une éducation à l'Internet, au piège d'Internet, aux bienfaits d'Internet, qui fait que les enfants, nos petits-enfants, etc., se laisseront beaucoup moins attraper par les discours platistes, etc. Il faut l'espérer, en tout cas. C'est ce que j'espère, c'est une question d'aplatiste. Platiste qui croit que la Terre est plate, pardon. Oui, mais c'est comme si on mettait un enfant dans une Porsche. Forcément, il va droit dans le mur. On nous a donné en quelque sorte un jouet assez extraordinaire, mais qu'on ne maîtrise absolument pas. Donc il faut un temps d'ajustement qui peut durer, d'ailleurs, à mon avis, au moins bien peut-être un siècle, mais ça prend un petit peu de temps. Il y a un moment d'ajustement. Donc il ne s'agit surtout pas de discriminer ou d'incriminer Internet, mais simplement l'immaturité que nous sommes en tant qu'usagers. C'est pour ça qu'effectivement, lorsqu'on est face à lui, c'est plutôt ce qui relève du pulsionnel qui prédomine. On va vers ce qui nous plaît, ce qui nous agrée, on croit ce qui nous plaît ou on croit ce qui nous fait peur. Voilà, c'est quelque chose, si je puis dire, qui n'est pas encore tout à fait raisonné.
Et ce qui est intéressant, c'est que vous mettez en garde aussi contre l'idée d'une foi qui serait réaffirmée de manière très identitaire, très autoritaire, comme s'il suffisait de se relever les manches, taper du poing sur la table en disant on arrête les bêtises maintenant. Ça marche pas du tout. Ça marche, non, parce que c'est exactement ce à quoi on assiste aujourd'hui, dans ces crispations identitaires, où la foi, en fait, c'est plutôt un désespoir d'avoir perdu la foi, qui a les couleurs de la foi, pour simplement se raffirmer en tant qu'identité éclatée et morcelée. Et ça, c'est aujourd'hui, d'ailleurs, la triste fonction qu'on attribue aux religieux, non pas de faire lien, mais au contraire d'affirmer la singularité de chacun. Mais avant, on croyait pour faire comme tout le monde, maintenant, on croit pour faire comme personne. Et simplement pour renvoyer la singularité de celui qui croit, voilà, qui, si je puis dire, exprime ici sa personnalité unique et singulière. Ce n'était pas du tout la fonction de la foi, qui d'abord, qui veut dire confiance, qui veut dire fidélité, et jusqu'à preuve du contraire, avant même le Christ, hein, on avait confiance, on avait des fidélités, etc. C'est le lien même de la société. Dans la postface de Nous ne savons plus croire, vous avez quelques mots sur la gauche. Parce qu'il faut le dire, vous êtes plutôt proche de la gauche. Quoi. Voilà. Il le dit dans son livre, donc j'ai le droit de le dire. Ça, non, je parle à la gauche. Ouais. Enfin, on sent quand même que vous aimez bien, vous êtes plutôt parti. Enfin, on sent que c'est plutôt ce camp-là qui vous intéresse, mais peu importe. Donc vous dites cette chose étonnante, par ailleurs, sur la gauche, en fait, c'est une très bonne nouvelle, globalement, enfin, c'est une relativement bonne nouvelle qu'elle soit en ruine, parce qu'on va dire qu'elle est quand même plutôt en ruine, on peut le dire. Et vous écrivez, peut-être faudrait-il toujours préférer la défaite, ou du moins apprécier en cela qu'elle purifie les intentions. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Oui, alors ça, c'est mon côté peut-être péguiste, mais j'aime les vaincus. Enfin, oui, j'aime les vaincus. Enfin, disons que... pas prêt d'avoir une victoire électorale avec vous. Hein. Mais il disait de la victoire qu'elle était métaphysiquement impure. Il y avait quelque chose toujours de suspect. Puisque d'une certaine manière, une fois qu'on a atteint le but, on fait les comptes et on se demande comment ça pourrait nous profiter d'une manière ou d'une autre. Donc voilà, ce qui attire les combattants de la dernière heure, ce qui attire les tartuffes, les hypocrites. Lorsque la défaite est au rendez-vous, c'est-à-dire tout le monde a quitté le navire, il ne reste plus que les plus fidèles à leur poste, malgré l'infortune et la défaite. Et bien donc là, on peut travailler, on peut se retrousser les manches. C'est sûr qu'au Parti Socialiste, maintenant, il y a des gens qui y croient vraiment. Ça, on ne peut pas dire qu'il y a des opportunistes. Ça, c'est ça. Ils n'ont plus que ça. Effectivement. On ne peut pas leur enlever. De la même manière pour la religion, enfin, d'une certaine manière, moi, je trouve que j'ai une chance de venir après la rupture qu'a été mai 68. C'est une chance d'avoir eu des parents hippies qui n'ont plus cru du tout en l'Église, à l'Église. On ne croit pas en l'Église, à l'Église, et d'une certaine manière, qui nous donne cette chance de pouvoir lire les textes comme si c'était la première fois, comme si ça venait de sortir, que c'était la dernière parution du jour. Ça veut dire en fait une fraîcheur, une inhabitude que des décennies de catéchisme avaient empêché. Donc aujourd'hui, je suis assez même frappé par mes étudiants qui, tout d'un coup, face à la mythologie grecque ou les histoires de l'Ancien ou du Nouveau Testament, les redécouvrent, mais peut-être aussi avec un œil tellement frais, en quelque sorte, qu'on le redécouvre autrement. Mais de la même manière, pour la gauche, on peut tout à fait espérer que, se ressaisissant à la racine, on puisse retrouver un essor, exactement comme la vie, elle commence toujours par un germe. Bon. Les véritables maladie aussi, mais enfin bon, ça, c'est événements qui ont eu un effet dans le monde ont commencé de manière très réduite, comme un germe, sans éclat. Et donc, c'est ce qu'on doit souhaiter peut-être aussi. Peut-être une dernière question, et après nous ferons passer le micro dans la salle, puisque nous parlons de l'engagement de l'intellectuel. Quel est le rôle de l'intellectuel dans ce chantier ? Si on reste sur la gauche, on peut rester sur l'Église, enfin, voilà, toute forme de foi, toute forme de croyance, toute forme de combat. Ça peut être le combat écologique, ça peut être le combat pour les femmes, etc. Quel est le rôle de l'intellectuel, selon vous ? Parce que là, vous êtes perché sur les épaules de géants, en termes de, parce que les grands philosophes des années 70, les Sartre, les Deleuze, etc., ils étaient vraiment au combat, à la bataille, quoi. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on les voit un peu moins. Est-ce que vous plaidez pour le retour de l'intellectuel sur la barricade, pour le dire de manière un peu caricaturale ? Pas sûr. Enfin, il faut encore s'entendre sur ce que signifie le mot intellectuel et même le mot d'engagement, parce que c'est un terme assez récent. C'est né avec l'affaire Dreyfus. Bernard Lazare, par qui l'affaire Dreyfus a éclaté, puisque c'est le premier à avoir dit que le capitaine Dreyfus était innocent,
voilà, se disait intellectuel. Clémenceau, en fait, l'a répandu comme un mot voilà, qui a été repris et d'une façon, il l'a lancé dans la circulation. Donc c'est quelque chose qui est venu effectivement avec cette conviction tout d'un coup que la plume pouvait être aussi efficace que l'épée. Émile Zola qui fait sa tribune, etc. Alors c'est très bien, mais intellectuel en même temps, il y a quelque chose justement qui me semble contrarier quelque peu la notion d'engagement. Parce qu'on n'y engage que sa tête quand on est intellectuel. Donc, effectivement, on peut très bien, depuis chez soi, son cabinet, s'engager par la plume, mais sans se risquer véritablement. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, de Zola, puisqu'il a été mis en prison, mais c'est précisément cela qui m'intéresse. C'est-à-dire que si on est intellectuel, et en même temps on a un corps bien nourri, bon, je ne vois pas où l'engagement peut aller pour qu'il y ait une chance de victoire. C'est ce qui me plaisait chez Péguy, hein, qui se méfiait des intellectuels, dans le sens où engagement, ça veut dire réellement mettre des choses en gage. C'est-à-dire qu'évidemment, il y a un risque à se lancer dans un combat. Et que les premiers à s'être lancés dans le combat pour l'innocence de Dreyfus y ont perdu beaucoup plus que l'honneur ou je ne sais quoi. Ils y ont perdu leurs économies, leur liberté parfois, leur pain et le pain de leurs enfants, ou même de leurs parents parfois. Bref, il y a eu un véritable risque. C'est ça, en un sens, être engagé. D'où la difficulté aujourd'hui de trouver ceux-là même qui pourraient... Il y a des tribunes dans Libération. Mais non, mais c'est qu'en un sens, il y a deux espèces d'intellectuels d'engagés. Il y a, on va dire, ceux qui sont engagés, et puis les intellectuels qu'on pourrait appeler à gage, un peu comme les tueurs à gage. Donc, c'est-à-dire qu'ils se lancent dans les combats qui, si je puis dire, leur rapportent. Parce que voilà le point discriminant, c'est est-ce que ça rapporte, est-ce qu'on y perd ou est-ce qu'on y gagne? Le plus souvent, tout de même, on peut aller vers des combats comme un tueur à gage pour pouvoir, si je puis dire, rapporter, pour pouvoir, si je puis dire, récupérer un certain profit dans le combat en question. Est-ce que vous avez un exemple à nous donner? Non. On pense tous à plein de gens. Mais... C'est abstrait, c'est juste une combinatoire. Non, c'est pas vrai du tout, Camille. Ne mentez pas, Camille, vous avez des exemples. Non, mais... c'est intéressant. Non, mais c'est intéressant parce qu'effectivement, il y a une forme d'opportunisme dans le. C'est quand même. Oui. On parlait de la gauche qui, à certaines décennies passées, a été très en forme, très en vue. On sait qu'il y a beaucoup d'intellectuels qui étaient plus à gauche que les gens de gauche, parce que c'était bien. Enfin, oui. C'était bien vu. C'était bien pour une carrière, quoi. Absolument. Et normalement, il faut que ce soit pas bien pour la carrière. Jean Moulin, il était fonctionnaire, précisément, il a sacrifié. Préfet. Il a sacrifié quand même en fait ses intérêts pour pouvoir combattre. Et c'est pour ça que j'aimerais aussi peut-être revaloriser cette notion de fraternité ou de solidarité. Revaloriser par rapport à ce que disait Françoise Gaillard tout à l'heure. Et en même temps, tout en étant d'accord avec elle, mais ce qui ne préjuge en rien sur l'importance qu'il y aurait à donner à cette notion de fraternité ou de solidarité qui n'appartenait pas encore à la devise républicaine en 89 ou en 93. Elle a été rajoutée en 1848. Après les journées février 48, ces journées lyriques de 48, comme le dit Malraux, comme un repentir de l'avoir oublié. Et ce qui est intéressant, c'est que par cette notion-là, justement, c'est une autre histoire, même si elle n'est pas forcément incompatible avec l'histoire marxiste, mais c'est une autre histoire qui nous est racontée. C'est-à-dire que la lutte des classes, effectivement, est un moteur, mais vous comprenez bien que dans une société divisée en classes, il n'y aura jamais de fraternité. Jamais un bourgeois pourra tendre la main à un prolétaire ou inversement. Ce qui est extraordinaire dans ces événements-là, ou dans toute révolution, c'est qu'il y a eu un moment, si je puis dire, où cette cassure s'est résorbée, qu'une main s'est tendue. Je prenais l'affaire Dreyfus, le colonel Picard n'avait aucun intérêt à défendre l'innocence de Dreyfus. C'était un bourgeois. C'est-à-dire que j'aime bien ces traîtres. En fait, les traîtres, c'est jamais très agréable, mais ces traîtres à l'envers, si je puis dire. Traître à son intérêt de classe. Exactement, traître à soi-même ou à ses intérêts de classe, montre, si je puis dire, comme en flagrant délit, ces liens de solidarité qui font l'histoire. La Révolution française, il y a eu de la fraternité, c'est une évidence. D'où vient cette révolution-là? Ce n'est pas d'une certaine manière le peuple, puisque jamais il y a aussi peu de jacquerie qu'à ce moment-là. On y crevait la faim, mais en quelque sorte, il n'y avait pas non plus de révolte considérable. Ce n'est pas forcément les bourgeois, qui évidemment, non. Voilà. Après, mais ça, c'est une histoire qui arrange tout le monde, qu'on en fasse une révolution bourgeoise. Je m'explique, d'abord parce que ça répond à la grille marxiste,
les bourgeois avaient intérêt à l'abolition des privilèges, et puis ça arrange aussi les intellectuels, les bourgeois, puisqu'en un sens, on les met à la tête de l'histoire. Donc on se donne comme précurseurs Voltaire, Rousseau ou tant d'autres. Donc ça fait plaisir à tout le monde. Mais on a bien vu aussi que le plus souvent, toute révolution se fait par le haut, par en quelque sorte certaines personnes qui vont trahir leur propre classe en se rangeant du côté des opprimés. C'est l'historien Guy Jacineau-Noraguet, je crois, qui a forgé l'expression d'antinobilisme nobiliaire. On oublie en quelque sorte que les Lumières ont d'abord surgi au sein même de la noblesse. Et que ceux qui furent d'abord à la tête de la Révolution, c'est par exemple Mirabeau, dont on oublie bien souvent qu'il est comte. Que dans le tiers-état, il y avait Mirabeau et qu'il y avait Sieyès, dont on sait aussi qu'il a été abbé. Le comte d'Estrange, etc. Bon, bref, ça, il y a quelque chose où on peut surprendre, voilà, sur le vif, ce lien de fraternité, ce lien de solidarité qui permet l'histoire, en quelque sorte, parce qu'on y voit, non pas voilà, l'autre, mais un frère, ou en tout cas quelque chose qui nous relie à lui, et qu'on va défendre, quitte, en quelque sorte, à y perdre sa vie, sa liberté, ses économies. Voilà. Et c'est, à mon avis, ça c'est quand même le point discriminant de ce que pourrait être un vrai engagement. Ouais. Eh ben, dites-donc, la barre est haute. Ouais, elle est trop pour moi aussi. Enfin, je fais ce que je peux, je parle, mais... Non, mais c'est très... Non, mais on va pas... Voilà. Personne n'est cité comme un exemple, etc. Mais c'est très intéressant parce que vous fixez la barre haute. Mais disons que si on fait des comptes aujourd'hui... En fait, vous fixez aussi la barre avec... Là, pour le coup, c'est très péguiste, avec un certain panache. C'est-à-dire qu'il faut aussi qu'il y ait du panache dans tout ça. C'est vrai que dans les intellectuels à gage, ils n'ont pas de panache. Ils disent ce qu'on a envie d'entendre. Ils sont dans les ismes à la mode, quoi. Oui, et c'est possible aussi que voilà, que ce n'est pas eux qui vont inverser le cours de l'histoire. Très probablement, puisqu'ils suivent. Enfin, ils suivent. Ils prennent, en fait, ils profitent des combats des autres. Enfin, je veux dire, pour ramasser un petit peu ce qui est tombé de la table. Exactement. C'est quand même un petit peu ça. C'est la phrase de Peggy que j'aime tellement. Tout commence en mystique et tout finit en politique. Ouais, c'est ça. Ça. Oui, voilà. Y a-t-il des questions dans le micro? Avez-vous des questions, des remarques à faire à Camille Riquier et à ses thèses? Ah oui, là, ici. Bonsoir et merci. Ce qui m'interpelle là dans ce que vous venez de dire, c'est qu'est-ce que vous mettez derrière un intellectuel déjà? Parce que c'est beaucoup de discours avec le mot intellectuel, mais j'aimerais bien savoir quel est l'homme qui est derrière l'intellectuel. Et la deuxième remarque, question ou autre qui m'interpelle aussi, c'est l'intellectuel, il est dans une classe sociale ou justement il est dans toutes les classes sociales? Et je ne suis pas sûr qu'il y ait des règles. Mais je ne pense pas avoir contredit ce que me semble entendre dans la question, parce que justement, je suis prudent quant à la notion d'intellectuel. D'ailleurs, Sartre le dit très bien, d'où vient l'intellectuel? Il vient de la classe bourgeoise en rupture de banc. Hein, voilà. Donc c'est aussi voilà, c'est un vivier très particulier d'où ils peuvent être cultivés, si je puis dire. Mais d'une certaine manière, j'ai comme un doute justement à n'être qu'intellectuel. Mounier, lorsqu'il parle voilà, d'engagement, de personnalisme, c'est une manière aussi de dire qu'on n'y va pas simplement avec sa tête ou avec ses oreilles, mais qu'on y va avec son corps tout entier. Le gage doit être beaucoup plus important que de simplement y participer de la plume. C'est encore une manière, si je puis dire, de rester extérieur à l'histoire que l'on prétend faire. Si on veut véritablement y participer, et je pense que c'est la seule manière, si je puis dire aussi, de l'écrire, c'est d'être témoin et acteur de l'histoire, il est fort probable voilà, que l'intellectuel ne suffise pas. Il est important, si je puis dire, que s'y rajoute la nécessité pour lui eh bien, de se remettre en question, y compris ses propres privilèges, quelle que soit la classe. Et comme je le disais, si la noblesse a contribué à la Révolution française, les révolutions de 1830 ou de 1848, on le doit aussi aux bourgeois. Alors, il ne s'agit pas du tout de croire que le peuple a été mené comme par le bout du nez, mais d'une certaine manière, c'est là que tout d'un coup, on a pu saisir sur le vif quelque chose comme le peuple. Quelque chose, si je puis dire, qui résorbe les différences de classe. Et c'est ces moments fugitifs, mais qui doivent fonder aussi toute une nation et être gardés comme un souvenir sacré. Voilà.
Donc je ne conteste pas du tout la critique qui était implicite dans la question, parce que je ne me tiens pas forcément au terme d'intellectuel. C'est pas une critique, c'est qu'en arrière-pensée, en fait, je pensais à un lanceur d'alerte, par exemple. On ne considère pas que c'est un intellectuel de base, et on l'appelle lanceur d'alerte. Et pourtant, il y a un engagement qui est assez... Mais absolument. conséquent. C'est pour ça que je ne crois pas qu'aujourd'hui, il faille des intellectuels d'abord et avant tout, et que tous les combats doivent être menés de partout. Et pas forcément d'ailleurs de la classe politique. Ce sont souvent des minorités qui initient un combat. La politique, souvent, ne fait que rattraper la chose et lui donne, si je puis dire, une assise plus importante. Donc les lanceurs d'alerte, en un sens, seraient probablement aujourd'hui beaucoup plus efficaces que les intellectuels. Pour le coup, ils prennent souvent des risques. Surtout quand ils ne sont pas. Enfin, oui. C'est ça. Oui. Ils prennent souvent des risques. Ou moins, ou peu engageant. Y a-t-il une autre question, remarque dans la salle? Madame, je crois, ou monsieur, on ne voit pas très bien. C'est monsieur. Un monsieur, pardon. Pour commencer par une boutade, j'ai envie de dire, dis donc, c'est pas gagné, quoi, en fait. C'est pas gagné. Mais j'ai quand même des choses qui m'ont un petit peu interpellé dans ce que vous avez dit, parce qu'on a l'impression qu'il y a des choses auxquelles on peut croire, des choses auxquelles on ne peut pas croire. En quoi est-ce gênant que des gens disent n'importe quoi sur Internet? En quoi est-ce que c'est dérangeant? Qui disent pourquoi pas? Pourquoi pas? On a le droit. Bon, c'est vrai que ça dépasse le cadre du café du commerce, donc c'est un petit peu plus propagé, mais si on veut empêcher ça, on risque de rentrer dans des choses très très lourdes, très très embêtantes. Est-il autorisé si on veut croire, si on veut avoir une foi, est-il autorisé d'avoir une foi autre que la foi catholique? On a un petit peu toujours tourné autour de ça. Si je voulais être taquin, je dirais que les Jedi, de la religion Jedi que je ne connaissais pas en Angleterre, le côté obscur de la force, le côté clair, le péché, la vertu, on n'est pas loin. On n'est pas très loin. Je simplifie à outrance la religion, non, mais vous avez compris. Et puis après, donc, en quoi croire? Vous avez parlé de moment où il y a un chèque qui avait été fait à la fois à la science et à la fois à la foi. Et moi, je prendrais deux autres philosophes qui ne sont pas connus comme philosophes et qui sont connus comme parmi les plus grands physiciens de l'histoire de l'humanité, Erwin Schrödinger et Werner Heisenberg. Erwin Schrödinger, l'homme qui aimait bien faire des trucs bizarres avec des chats dans des boîtes, et qui disait que les hypothèses scientifiques sont aussi plus éloignées de la vérité que le concept d'un lion ailé. C'est dans physique quantique et dans les représentations du monde. C'est-à-dire que, en fait, ce sont des constructions mentales qui fonctionnent, mais rien ne dit que c'est vrai. Et ensuite de ça, Werner Heisenberg, alors je ne sais plus dans lequel de ses ouvrages, j'avais lu les trois d'un coup, après, au moment où l'événement qui a empêché la vente de votre livre, qui disait « N'oubliez jamais que la science est faite par les hommes pour les hommes ». Il voulait dire par là qu'il se peut peut-être, c'est une hypothèse, que la psychologie humaine a besoin de faire des relations et que peut-être que la science n'est juste qu'une satisfaction de ces relations. Et il dit aussi dans le manuscrit de 42, qui vient d'être publié en français, je crois, qu'on coupe le champ de perception du réel par la science en physique, chimie, biologie, etc., alors que la nature ne fait pas ça. Donc déjà, on a un premier biais à ce niveau-là. Donc finalement, on croit en quoi alors? C'est une question. Et je reviens à ce moment-là à Heidegger, je vais finir par Heidegger, dans la première phrase de l'introduction à la métaphysique, qui dit « Pourquoi existent-ils les temps? Ils n'ont pas plutôt rien, si je me souviens bien. » Et par les temps, il veut dire la possibilité de l'existence. Et il dit que si on répond à cette question, à ce moment-là, on quitte complètement le domaine de la métaphysique et on revient, parce que si on dit Dieu, pourquoi Dieu alors? Et à ce moment-là, donc c'est une question à laquelle il ne faut surtout pas répondre. Et que finalement, la solution n'est-elle pas de rester dans cette espèce de, pour reprendre Heisenberg et Schrödinger, d'état quantique de la pensée où plusieurs choses peuvent cohabiter en même temps, mais qu'à certains moments donnés, on doit prendre une décision, donc on fixe un état de la pensée, et donc on garde ce côté de cette question en suspens, pourquoi est-il les temps et non pas Pluton rien, et que de temps en temps, pour résoudre des situations particulières, on va décider de prendre une décision qui sera ceci ou celle-là. Mais après, on reste
peut-être, On revient en haut. je vais peut-être résumer votre première question, parce qu'il y a deux questions qui sont très intéressantes, et un peu compliquées, mais intéressantes. La première question, c'est établissez-vous, Camille, une forme de hiérarchie entre des foi qui seraient nobles, celle de Descartes, celle de la science, et puis des hiérarchies qui seraient impures, qui seraient un peu vulgaires, ridicules, qui sont celles de l'époque de Montaigne, ou les gens qui défendent la Terre plate. Est-ce que, de fait, vous défendez une hiérarchie ? Non, d'autant plus qu'il s'agit bien de défendre aussi le droit de croire, et d'aucune manière, d'ailleurs, je n'ai prononcé le mot de vérité. Ce pays n'est point celui de la vérité. D'une certaine manière, les savants dont vous avez fait mention valent plus que la métaphysique qu'on en a déduit scientiste, puisque même, en un sens, se contentent de faire des hypothèses et donner du sens. Et c'est ce qui manque, c'est-à-dire que là, nous sommes plutôt en quête de sens, plutôt qu'en quête de vérité. Et d'aucune manière, il ne s'agirait pour moi de discriminer ou de juger. En revanche, je m'étonne, et c'est plutôt ma réaction face à ces différentes croyances qui m'étonne. Ça veut dire mon incapacité éventuellement à argumenter ou à me défendre de telle ou telle croyance qu'on veut m'inculquer. C'est ça qui me désarme. C'est, si je puis dire, le fait que je ne suis pas armé comme au XXe siècle, on pouvait être armé de façon critique en émettant des doutes sérieux. Au contraire, comme vous, je dis, mais rien ne t'empêche d'y croire. J'ai du mal à y croire, moi, de mon côté, mais d'une certaine manière, il ne s'agirait absolument pas de pouvoir juger de ce qu'il faut croire ou pas. Montaigne avait une solution, parce que lui dit, pareil, nous sommes dans un siècle où tout est crédible, même si tout n'est pas cru. Et la solution, ça a été la Renaissance. Ça veut dire que ça a été, d'une certaine manière, dans un siècle si faible, il vaut mieux revenir vers les anciens, qui, eux, me semblaient beaucoup plus solides. Ça veut dire que, d'un coup, on doit tout de même se donner des critères pour croire plutôt telle personne plutôt que telle autre. Et d'une certaine manière, c'est ce que faisait Montaigne en disant que lorsque quelqu'un, parmi ses contemporains, en l'occurrence c'était un ami de Rabelais, nous dit qu'il a vu un miracle, la Vierge est suscitée, je ne sais quoi, il dit j'ai tendance à ne pas y croire. En revanche, Saint-Augustin, ce qu'il me dit, ne serait-ce que parce qu'en quelque sorte il appartient à un siècle plus fort, où j'ai tendance plutôt à lui prêter l'oreille. Et donc il y a plusieurs critères qui permettent, si je puis dire, de régler cette croyance. Et lui-même disait, il n'y a pas qu'une science ou un art de connaître, il y a aussi un art de croire. Un art de croire, un art de douter. Et c'est précisément cela même qu'il veut régler par l'humanisme. Est-ce que vous voulez dire par là qu'il faut revenir en arrière jusque là où ça marchait pour ensuite peut-être repartir oui, dans mais une c'est autre pas direction que je dis, avec l'expérience oui. de l'échec? Non, je dis que c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe maintenant. C'est-à-dire que la notion de progrès quand même est en berne. On a beaucoup de mal à voir dans l'avenir avec cette confiance-là que très curieusement, aujourd'hui, à partir du moment précisément on ne pense pas être meilleur parce qu'on en sait plus long que nos ancêtres, on se tourne vers eux et on apprend aussi d'eux. On s'aperçoit que probablement on a appris beaucoup, mais en risquant d'avoir perdu aussi autant, et qu'il s'agit au fond d'apprendre aussi des humanités. Il est tout de même assez riche d'enseignements, par exemple, qu'on ne parle plus aujourd'hui de sciences humaines. Quand j'ai commencé mes études, le mot science était partout. Aujourd'hui, on parle d'humanité. Comme si je puis dire, maintenant, il y avait peut-être encore des choses que les anciens peuvent nous réapprendre. Parce que les humanités, souvent, c'est gréco-latin. C'est souvent oui. Implicitement la civilisation gréco-latine, l'humanité. Exactement. Mais ce n'est pas une injonction, c'est un constat. Quand Latour parle des humanités scientifiques, quand il s'agit, en un sens, précisément, voilà, de revenir sur notre passé et pour voir éventuellement s'il y avait des choses qu'on a traversées sans les voir et qui mériteraient, en quelque sorte, d'être réactivées. Ce que Benjamin appelait les éclats de l'avenir. C'est-à-dire qu'il y a des choses, peut-être, voilà, qui n'ont pas eu la chance au XIXe siècle, au XXe, de pouvoir se développer. Il s'agit d'y revenir pour voir éventuellement s'ils pourraient aujourd'hui porter leurs fruits. Donc le passé devient à nouveau instructif, non pas si on en est nostalgique, mais dans cette manière, si je puis dire, de promettre éventuellement un avenir alternatif. D'où, il me semble, l'intérêt qu'il y a de comparer notre siècle à celui de Montaigne, ne serait-ce que pour pouvoir mieux nous y orienter, dans notre siècle, j'entends. Donc en aucun cas, il s'agit pour moi de discriminer. Si on est platiste, on est platiste. Bon, personnellement, j'ai du mal. Même Platon estimait que la Terre était ronde. Bon. Alors, et tournée. Bon, alors c'est la sphère qui... Vous avez raison. Oui. Vous êtes fait piéger, c'est un scientifique. Bon, bien, je ne suis pas très... Voilà, je ne suis pas au fait des platistes. Il y a une autre question, remarque dans la salle. J'en vois deux.
Merci en tout cas pour vos remarques. Puisque vous aimez les vaincus, prof intellectuel engagé aujourd'hui? Si j'aime les profs aujourd'hui qui sont engagés en première ligne, qu'on a laissés seuls pour dispenser le savoir dans les bons lieux les plus difficiles, oui, je les aime, oui, absolument. Et je pense qu'ils font... enfin, voilà, ils ont encore une certaine vocation qui les tiennent, une foi peut-être, qui les tiennent et qu'ils n'auraient pas autrement. Parce que ce n'est pas les conditions qui leur sont données qui le leur permettent. Donc, alors c'est peut-être un côté français aussi d'aimer les vaincus, je vous l'accorde. Les Anglais détestent ça, parce que par exemple, on est très fiers de Waterloo. On a perdu la guerre, mais avec quel panache. Alors ça les énerve. Mais c'est vrai, voilà. Même perdre avec panache, malgré tout, on s'y reconnaît. On aime bien Poulidor en France. On aime bien Poulidor. Il gagnait jamais le Tour de France, mais il était plus populaire que ceux qui gagnaient le Tour de France, quoi. Absolument. Voilà, il n'a pas été corrompu. Pas très loin de madame. Bonjour, je me représente, Jean-Pierre Jabeux. Oui. Ah, un philosophe non médiatique. Voilà, c'est resté rigolo, ça, ouais. C'est drôle, hein. Non, mais pour la figure de l'intellectuel, vous avez dit plein de choses intéressantes, hein, finalement. Là, merci. Mieux qu'avant. Enfin, j'avais peur de vous, pour rien vous cacher. C'est ça, il flippait en fait. Hein, il a juste dit des trucs pour vous intéresser. Non, juste le truc, c'est l'intellectuel Zola, par exemple. Hein, c'est le premier intellectuel, on est d'accord. Vous dites, il est de gauche, donc il est famille bourgeoise plutôt, Zola, ingénieur, fils d'ingénieur. Oui. Il n'était même pas de gauche, il n'était pas socialiste. D'ailleurs, c'était la grande surprise de Peggy de dire, mais comment on peut être Dreyfusard sans être socialiste? Ah oui. Ah oui. Non, mais on combat une injustice, on doit combattre toutes les injustices. Est-ce qu'il n'a pas lutté contre le racisme des juifs plutôt que des classes sociales? Et ce que je voulais dire, c'est que l'intellectuel, vous le situez toujours ou à gauche ou à droite. Est-ce que l'intellectuel, c'est pas un transfuge qui soit de bourgeois, d'un coup qui se trouve au milieu de la populace? Moi, écoutez, j'étais habité de Corbusier. Moi, je ne cache pas, je suis un bourgeois au départ, mais au Corbusier, c'était cosmopolite. Donc je suis un espèce d'hybride, de transfuge. Est-ce qu'il ne peut pas avoir un transfuge de gauche? Peut-être que vous avez envie d'être un hybride, mais peut-être que vous ne l'êtes pas. Non, je constate que je suis un hybride. J'ai été baigné dans l'hybridation. Ce n'est pas ma faute. Comme vous, on peut avoir un bourgeois très bourgeois qui vit aux Alpilles, enfin je peux prendre n'importe quoi, à Cadenel. Mais moi, mes grands-parents étaient dans les grands trucs, je ne vais pas dire où. Et ben moi, j'étais au Corbusier, j'étais content. On se battait avec la cravache à coups de pierre. C'était des petits voyous, vous voyez. Mais c'est pas, il ne faut pas catégoriser. Qu'est-ce que vous voulez dire? C'est-à-dire que vous voudriez... Quelle est votre question? J'ai pas bien. Non, le truc qui me gêne, c'est qu'on catégorise l'intellectuel à gauche plutôt. Voilà, tout ça. Oui, non. Non. Il n'y a pas d'intellectuel de droite, vient de dire Françoise Gaillard. Alain c'est intellectuel de droite. Hein. Il y a plein d'intellectuels de droite, dit Françoise Gaillard, pardon. Non, mais voilà, c'est l'idée de transfuge qui me plaît. Ouais. Et jusqu'ici, bon, alors, évidemment, là, j'ai fait mon coming out. Mais on fait le... Non, mais alors, d'une certaine manière, c'est que lorsque je fais cours, j'aimerais justement qu'à la fin, c'est ce que j'avais dit à Arnaud, les étudiants ne puissent pas savoir si je suis de gauche ou de droite, si je suis croyant ou pas croyant. Oui. Pourquoi? Parce que l'intellectuel aussi a un promontoire dont il peut profiter. C'est-à-dire que profiter du magistère, si je puis dire, pour pouvoir influencer ou endoctriner, c'est ce qu'on a cru pendant très longtemps. C'est un risque. C'est un risque aussi, qui va contre la vocation de l'enseignant, qui est de libérer les esprits, y compris de leur propre libérateur, de leur propre maître. Et donc le risque, en l'occurrence, oui, c'est d'affirmer, à mon avis, voilà, des positions pour lesquelles on ne doit pas se prononcer, parce que précisément, on doit leur donner la possibilité, eux, vous avez raison, de choisir. C'est l'honneur des professeurs. Mais je voulais juste vous dire, les peintres, par exemple, l'abstrait, vous connaissez les peintres modernes comme Kandinsky ou Foutrunk, ça c'est moins connu, c'est des gens qui n'ont pas fait de politique. L'art abstrait, il n'y a pas de politique, c'est l'ordre naturel. Bon, je reviens à l'ordre naturel. C'est sur le tableau, par exemple, Foutrunk, vous avez des rythmes comme ça. Et l'être, c'est l'essence de l'être. C'est plutôt un rythme, c'est pas l'humain. C'est pas comme Heidegger, lui, il a Sprach, la parole. Lui, c'est pour ça que les peintres modernes sont révolutionnaires, parce qu'il n'y a pas l'homme. C'est ce que je disais au début. Bon, je disais l'ordre naturel, il y a quelqu'un qui a dit c'est hors sujet. Pas du tout, c'est qu'il faut se placer dans un univers qui n'a pas d'ordre. On n'a pas de vision. Quand Schrödinger il parlait du chat, est-il mort ou est-il vivant? Il n'est pas ni mort ni vivant. Si vous le voyez mort, c'est vous qui croyez qu'il est mort. Si vous le voyez vivant, c'est vous qui croyez qu'il est vivant. Mais en fait, c'est votre subjectivité. On parle de Descartes. Descartes, c'est pour ça qu'il a tué la science par son jeu, en fait. Enfin, pas tué, c'est un grand chercheur, mais surtout un grand savant et philosophe.
mais quelque part, il a mis le jeu qui n'existait pas avant Aristote. Il n'y avait pas de jeu, il y avait subjectivité, mais il n'y avait pas ce cogito. Et moi, bon, je vais faire une parenthèse. Du coup, je vous interromps, pardon, mais je crois que Ouais. Kamiriki est assez d'accord avec vous. En l'occurrence, je crois qu'il n'y a pas de... Enfin, grosso modo, c'est à peu près ce que vous... Ben voilà, la synthèse. Oui. Moi, je parle d'acogito. Vous voyez, je vous donne, je vais faire un livre, je vais sortir acogito. J'ai inventé. Mais vous avez attention parce que vous allez être médiatisé. médiatisé. Faites gaffe, vous allez être médiatisé. Faites attention. Si j'ai une annonce à vous faire passer, je ne veux pas. Dites-moi. Vous pourriez en vendre des livres. Faites attention. Ah, vous serez le bienvenu ici. Peut-être une question ici? Non, c'est ça. Là-bas. Le micro est là-bas. La question est où se trouve le micro. Oui, alors j'avais une question par rapport à l'industrie de l'information plutôt que par rapport à la foi. Je pars du principe qu'un citoyen bien informé, c'est un citoyen qui participe à la vie politique de la nation. Et aujourd'hui, dans le contexte en France, on voit qu'il y a de la censure de toutes parts, de la censure des maisons d'édition, de la censure des patrons de presse, de la censure des GAFAM des réseaux sociaux, de la censure gouvernementale, de la censure du secret des affaires, du secret de défense, etc. Donc l'intellectuel a des difficultés à sortir de l'information aussi. Et vous dites que c'est pas dangereux pour un intellectuel de le faire, sauf que pour un journaliste aujourd'hui en France, ça peut être très dangereux, quoi. Il n'y a même pas un mois, c'est la journaliste de Disclose qui a été mise en garde à vue. Oui, alors, et d'ailleurs ailleurs aussi, peut-être encore plus qu'en France, mais c'est clair que le journalisme d'investigation, c'est un métier à risque et qui devrait d'ailleurs le rester pour une part. Alors parler de censure, c'est la censure. Oui, mais parler de censure, il y a quelque chose qui me gêne parce que, il me semble que maintenant les dispositifs sont très différents, ne serait-ce que pour peut-être détourner les consciences des véritables combats. C'est qu'il ne s'agit plus de cacher. Il ne s'agit plus de censurer ou de priver de parole, puisque désormais tous les médias sont disponibles pour pouvoir le contourner. On prive la parole à tel ou tel, dont il n'y a pas besoin de dire les noms, c'est sur Internet qu'ils vont faire fortune et qu'ils vont véritablement avoir une audience que même les médias traditionnels ne leur donneront pas. Ce qui est très, très différent, c'est que désormais, la meilleure manière de cacher la vérité, ce n'est pas d'en faire un secret d'État, ce n'est pas de censurer, c'est de le répandre partout, au milieu d'erreurs, de fake news. C'est-à-dire qu'au fond, c'est de le jeter dans la lumière. Et là, d'une certaine manière, c'est encore plus efficace que de le cacher dans l'obscurité. C'est ce qu'on fait aujourd'hui. Ça veut dire que la vérité, si elle est là, d'une certaine manière, elle est tellement mélangée avec des approximations ou des faits alternatifs, etc., qu'il sera bien difficile, si je puis dire, de la définir comme telle. Voilà, ce n'est pas une censure, parce que maintenant, on a des moyens, si je puis, encore plus efficaces. Parce que sur Internet, il y a autant de censure que dans les médias. Sur Internet, bien sûr, les GAFAM, ils censurent énormément, bien sûr. Non, mais les GAFAM censurent, mais enfin, vous pouvez trouver beaucoup de choses sur Internet, quand même. Enfin, me semble-t-il. Et puis, si vous cherchez un peu. On est régi par l'utilité publique, ils censurent. Internet, en Russie ou en Chine ou en France, n'obéissent pas aux mêmes règles. Et je pense qu'ici, tout de même, il y a la possibilité de dire beaucoup de choses. Je ne parle même pas du dark web ou je ne sais quoi, mais enfin, tout de même, bon, ça donne une panoplie où j'aurais du mal à voir la censure. En tout cas, pour moi, le danger, il est ailleurs, ou en tout cas, la difficulté qu'on a de pouvoir exercer sa raison avec cet instrument qui est Internet. D'une certaine manière, la réalité que vous énoncez est beaucoup plus déprimante, désespérante, parce que d'une certaine manière, il faut aller chercher dans la grande lumière, le grand tout vide, mélangé, aller chercher des informations de qualité. Alors que c'est vrai qu'à l'époque, encore, on va dire à l'ORTF, l'époque gaulienne, on pourrait rester en France, où plein de choses étaient interdites, d'une certaine manière, il y avait des médias alternatifs qui pouvaient exister, sortir les choses, finir par les sortir. Là, c'est beaucoup plus difficile parce que c'est noyé, d'une certaine manière. Oui, c'est noyé, et du coup, la difficulté, c'est de trouver des tribunes pour se faire entendre. Puisque désormais, puisqu'il s'agit précisément d'être rendu visible, ce sera une logique de la notoriété, donc du clic, qui va prédominer sur la capacité à persuader l'autre. Et donc là, cela même qui peut le plus séduire, ce n'est pas forcément la vérité, qui parfois, hélas, est déceptive, triste. Donc forcément, elle n'a pas forcément aujourd'hui, on va dire, les meilleurs moyens à sa disposition pour se faire prévaloir. Et il manque peut-être des tribunes voilà, pour se faire entendre dans cette manière, en quelque sorte, où tout est susceptible d'être cru. Voilà. Eh bien, merci Camille Riquier, merci à tout le monde. Peut-être un mot de conclusion de la part de Jacques Serrano ?
Alors, venez prendre celui-là, sinon. Faut ce que vous voulez. Je tenais à vous remercier pour ces deux merveilleuses interventions.